Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La conférence sur les changements climatiques se déroule à Bakou, en Azerbaïdjan, du 11 au 22 novembre. Petit État pétrolier du Caucase, l'Azerbaïdjan est officiellement une démocratie, mais le pays est en réalité dirigé depuis 2003 par le même homme, un homme qui a succédé à son père, arrivé au pouvoir en 1993. L'Azerbaïdjan réprime ses opposants. Le Parisien a fait récemment le portrait de l'un d'entre eux, Mahamad Mirzali, 30 ans, un homme exilé en France, et malgré ça, il a subi ces dernières années plusieurs tentatives d'assassinat. Code Source vous raconte son histoire aujourd'hui avec Charles Saint-Sauveur, chef du service international du Parisien. Charles Saint-Sauveur, le 7 novembre, des dizaines d'hommes et de femmes politiques en France appellent à boycotter la COP29 en Azerbaïdjan, de la socialiste Anne Hidalgo au RN Stéphane Ravier en passant par le républicain Laurent Wauquiez ou encore le vert Yannick Jadot. Pourquoi une telle unanimité ? Parce que c'est notoirement un régime autocratique, c'est ça qui dénonce en tout cas, un régime qui est pollueur. Un régime pollueur qui accueille la COP, effectivement, il y a de quoi s'interroger, et un régime qui est connu pour être corrupteur à l'intérieur et corrupteur à l'étranger. L'Azerbaïdjan est soupçonné d'essayer de déstabiliser la France, notamment en Outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Martinique ou encore à Mayotte. L'Azerbaïdjan a vraiment clairement, depuis 2 ans, la France dans le viseur. Et pour une raison qui est très simple, c'est le soutien historique de la France à l'Arménie. L'Arménie et l'Azerbaïdjan sont en conflit ouvert depuis des décennies. Et donc l'Azerbaïdjan, dirigé par le président Ilham Aliyev, a décidé de mettre sous pression la France, et notamment sur ses anciennes colonies, donc des territoires d'outre-mer aujourd'hui, voilà, qu'il qualifie de colonies. En gros, il fait de la France un pays néocolonialiste. Et donc, qu'est-ce qui se passe concrètement en Outre-mer ? Donc ils soutiennent des mouvements, alors c'est les mouvements les plus radicaux chez les indépendantistes, alors on ne sait pas s'ils les financent, mais en tout cas ils les invitent régulièrement à Bakou. On a vu fleurir dans les manifestations, par exemple en Nouvelle-Calédonie au printemps, des drapeaux azerbaïdjanais qui n'avaient pas grand-chose à faire là. On est à 15 000 km à peu près de Bakou, la capitale d'Azerbaïdjan. C'est très loin. Et pourtant, il y avait des drapeaux qui circulaient. Les liens ont été établis par des cellules d'enquête en France que l'Azerbaïdjan était à la manœuvre dans des tentatives de déstabilisation numérique, mais pas seulement. Et ils en ont dénombré à peu près une trentaine depuis 2 ans. Avant l'événement, la France a prévu de faire le service minimum pour cette édition de la COP, donc la conférence sur les changements climatiques qui se déroule du 11 au 22 novembre à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Oui, la France a décidé de n'envoyer que Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition écologique. Elle a été désignée très très vite. Effectivement, il n'a pas été question que le président Emmanuel Macron y aille, ni même le Premier ministre. Donc c'est vraiment le service minimum, mais pas non plus la politique de la chaise vide, parce qu'il y a les accords de Paris à défendre. Charles Saint-Sauveur, dans cet épisode de Code Source, vous allez nous raconter l'histoire d'un opposant d'Azerbaïdjan, un opposant azéri qui a subi, en France, 3 tentatives d'assassinat. Je crois que ça en dit long sur la nature de ce régime qui traque ses ennemis, y compris à l'extérieur de ses frontières. À l'intérieur, ils ont réglé le problème en les enfermant, mais à l'extérieur, des voix discordantes qui s'opposent au régime sont traquées impitoyablement pourchassées. Vous avez rencontré cet homme, cet opposant, on va y revenir, mais on en profite pour vous poser des questions sur l'Azerbaïdjan. D'abord, présentez-nous le pays. Alors c'est une république, entre guillemets, du Caucase, qui est une ex-république soviétique, 10 millions d'habitants, donc c'est pas un gros pays du tout, mais qui a la particularité d'être vraiment assis sur un tas d'or noir. Des gisements pétroliers qui ont été découverts assez tardivement. En 1900, c'était à peu près, je crois, la moitié de la production mondiale, ce qui laisse songeur, parce que c'est vraiment un petit pays. Aujourd'hui, évidemment, ils en sont loin, mais c'est un pays qui vit essentiellement du pétrole et du gaz, et à tel point que ça représente 35% du produit intérieur brut et près de la moitié des recettes de l'État. Et est-ce qu'en Europe, on achète du pétrole d'Azerbaïdjan ? Oui, on en achète parce que depuis 2022 et les sanctions contre la Russie, l'impossibilité d'acheter du gaz russe, il faut bien en acheter quelque part, et c'est notamment en Azerbaïdjan. En 2022, Ursula von der Leyen, la patronne de la Commission européenne, a même été là-bas, à Bakou, pour signer un accord avec ce pays. Comment décrire l'homme qui dirige l'Azerbaïdjan depuis 2003, Ilham Aliyev, vous avez déjà cité son nom, il a 62 ans, il a succédé à son père qui était au pouvoir depuis 1993. Est-ce qu'on peut le qualifier de dictateur ?
Oui, c'est une filiation un petit peu comme en Corée du Nord. Le père était au pouvoir depuis la fin des années 60. Il est devenu le président de l'Azerbaïdjan quand l'Azerbaïdjan a quitté l'URSS, quand l'URSS est démantelée, donc on était en 1992. Et Ilham Aliyev, son fils, a pris la succession du père, et très probablement que le fils unique d'Ilham Aliyev prendra à sa suite les rênes de la dynastie familiale. L'Azerbaïdjan vient de mener une guerre territoriale en 2020 pour une région qui était détenue par l'Arménie depuis les années 1990, après déjà une première guerre à ce moment-là, c'est le Haut-Karabakh. Alors le Haut-Karabakh, c'est un vieil héritage de l'URSS et notamment de Staline qui avait l'habitude de mélanger les populations pour asseoir évidemment son pouvoir. Quand l'URSS tombe, il y a des revendications de territoire. C'est le Haut-Karabakh que les Arméniens appellent l'Artsakh. C'est un territoire qui est peuplé d'Arméniens et qui est situé près de l'Azerbaïdjan. Donc une sorte d'enclave en quelque sorte. Et il y a une guerre que l'Arménie remporte et les choses en restent là. Sauf que l'Azerbaïdjan devient de plus en plus puissant. En 2020, il y a une guerre qui est déclenchée, elle dure 44 jours, elle est très violente. L'Azerbaïdjan l'emporte cette fois et il y a un cessez-le-feu qui est émis. Mais l'Azerbaïdjan a décidé de le piétiner. Et en 2023, en septembre, après un blocus de 10 mois de cette région qui est peuplée de 120 000 Arméniens, elle l'emporte très rapidement et conquiert complètement le Haut-Karabakh. À l'approche de la COP29, le pouvoir d'Ilham Aliyev réduit au silence plusieurs opposants. Oui, c'est une tradition dans ce pays. Le père d'Aliyev était un général du KGB. L'opposition avait peu de voix au chapitre. Le fils, c'est pareil, mais beaucoup de pression sur les opposants. Les journalistes, les militants des droits humains, ils sont enfermés, souvent torturés. Beaucoup ont été enfermés même avant la COP. Et parmi eux, il figure 23 Arméniens du Haut-Karabakh qui ont été enfermés, dont certains qui étaient très importants, des dignitaires du régime de la province du Haut-Karabakh. L'ancien président, par exemple, l'ancien président de l'Assemblée nationale, des philanthropes. Ils sont détenus au secret, on ne sait pas où, à quelques encablures de la COP, et personne ne sait s'ils sont encore vivants. Charles de Saint-Sauveur, à l'occasion de cette actualité, vous avez rencontré un opposant azéri, un homme dont la vie est menacée et qui est réfugié en France. Il s'appelle Mahamad Mirzali, il a 30 ans. Racontez-nous d'abord les coulisses de cette interview. Je le sollicite au téléphone, j'obtiens son numéro de téléphone, mais là, c'est pas lui qui répond, c'est la police. Et je comprends donc qu'il est protégé. Je m'en doutais un petit peu, mais je ne savais pas à quel point. Et donc, les policiers fixent les règles de l'accueil aux Parisiens, très strictes. Ils veulent savoir si l'endroit est protégé. Ils vérifient avant. Et quand Mahamad Mirzali débarque aux Parisiens, c'est avec 2 voitures. Je ne peux pas en dire plus parce que, effectivement, on nous a demandé de rester secret sur cette partie-là. Mais il faut savoir que c'est l'une des personnalités les plus protégées de France. Mahamad Mirzali, à quoi est-ce qu'il ressemble pour qu'on puisse se l'imaginer ? Il ressemble en gros à un Parisien, un bobo parisien. Il est jeune, une petite barbe, il n'est pas très costaud. Il boitille un petit peu, c'est les souvenirs des geôles azerbaïdjanaises, des souvenirs douloureux. C'est difficile de s'imaginer en le voyant qu'il s'agit de la bête noire du régime d'Aliyev. Dans son pays, au milieu des années 2010, alors qu'il a à peine la vingtaine, Mahamad Mirzali crée un blog pour dénoncer les agissements du régime. Il est très actif sur Facebook depuis l'adolescence. Il marche de ce point de vue-là sur les pas de son père, qui était lui-même un opposant au régime de la dynastie d'Aliyev. Et voilà, il prend le flambeau. C'est un activiste, mais plutôt sur les réseaux sociaux. Sauf que là-bas, évidemment, ça veut dire beaucoup, parce qu'il prenait des risques déjà. Donc il le fait à l'adolescence, il est embêté pour ça. Et les choses prennent un tour encore plus radical et problématique pour lui quand il crée sa chaîne YouTube en 2015. Là, tout à coup, elle a une audience qui est très forte, 300 000 abonnés. Avant, il se moquait du régime, les petits travers, etc. Et puis, il commence à devenir des attaques commencent à devenir plus sérieuses contre toute la famille d'Aliyev, la corruption, la société pétrolière d'État. Et là, vraiment, les ennuis commencent sérieusement pour lui. Il avait déjà été enfermé pendant 20 jours en 2014. Quand sa chaîne YouTube grossit, que se passe-t-il pour lui ? Quand sa chaîne YouTube prend de l'ampleur, le problème Mirzali prend de l'ampleur et on lui propose de l'argent pour acheter son silence. Les menaces deviennent de plus en plus pressantes. Il sait à quoi s'en tenir puisqu'il a déjà été détenu et torturé. Là, vraiment, il commence à prendre peur. Mahamad Mirzali se sent menacé. Il trouve refuge en France à l'âge de 22 ans en 2016. Il ne veut pas dire comment il est arrivé en France, parce que ça mettrait en danger, cette filière d'exfiltration mettrait en danger d'autres opposants. En revanche, s'il a choisi la France, c'est parce que c'est un pays qui est historiquement plutôt opposé à l'Azerbaïdjan,
parce que soutien de l'Arménie, et qu'il s'est dit que là, peut-être, il serait en sécurité. Il vit à Nantes où se trouve une petite communauté azérie et au mois d'octobre 2020, alors qu'il travaille comme livreur, il est agressé. Il livre des baguettes, il livre du pain, c'est un petit boulot qu'il a trouvé et au petit matin dans un parking, donc il monte dans sa voiture, il est installé au volant, là il voit surgir une silhouette assez trapue, la tête couverte d'une capuche, qui lui demande de sortir, de baisser sa vitre. Il dit non, l'homme sort un pistolet, appuie sur la détente mais le pistolet s'enraye. Il en profite pour sortir du côté passager. Là, la balle part, elle effleure son épaule et lui parvient à s'enfuir en zigzagant entre les voitures. Et il m'a dit qu'il se sentait comme dans un film hollywoodien. 6 mois plus tard, le dimanche 14 mars 2021, toujours à Nantes, une simple balade vire au piège mortel. D'abord, racontez-nous où il est à ce moment-là et ce qu'il fait. Il se balade dans son quartier, il est sorti acheter du pain et ça fait près d'une semaine qu'il n'est pas sorti parce qu'évidemment, il se sait sous une menace mortelle. Il y va pour respirer et en fait, très rapidement, il sent qu'il est suivi. Il a le réflexe de se retourner pour prendre une petite photo de ses suiveurs. Il voit très bien qu'il s'agit de gens qui sont originaires de la même région que lui, mais aussi des gens qui clairement lui veulent du mal. Ils sont 3 ou 4, au début, il ne le sait pas très bien. Il commence à courir. En courant, il les balade. Ça dure longtemps. Et puis, il finit par se faire coincer. Et c'est là que l'agression commence. Elle est vraiment d'une sauvagerie inouïe. Concrètement, qu'est-ce qu'il subit ? Des coups de lame, des coups de cutter, des coups de couteau. On le prend par les cheveux, ils essayent de lui trancher la gorge. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Il a le réflexe de pousser la tête, donc il s'en sortira avec une énorme balafre à la nuque. Il lui donne des coups de couteau dans les jambes. Enfin, il est lacéré de partout. Il en reçoit à peu près 16. Et pendant cette interview, il vous montre une partie de ses cicatrices. Il en a une sur le cuir chevelu qu'il montre en soulevant sa mèche, l'autre à la nuque qui lui barre littéralement la nuque, on ne peut pas la louper, elle fait 15 cm, et puis il en a d'autres aux jambes, et encore beaucoup d'autres évidemment qu'il ne montre pas. Il a gardé des séquelles de cette agression ? Il a gardé toutes ses balafres, il a gardé surtout un traumatisme épouvantable. J'ai pu voir évidemment des photos de lui sur son lit d'hôpital où il est resté longtemps. Il était incroyablement marqué par les blessures, mais vraiment ce qui le poursuit depuis, c'est les séquelles psychologiques. Il fait une profonde dépression et ce cauchemar qu'il a vécu à Nantes le 14 mars 2020, il le revit tous les soirs et tous les matins. Charles de Saint-Sauveur, l'histoire ne s'arrête pas là. Au mois de juin 2022, à Angers, dans le Maine-et-Loire, plusieurs hommes suspects et armés sont arrêtés par la police à un péage. Et sur eux, on découvre une photo de Mahamad Mirzali, son adresse, mais aussi un pistolet. Ils étaient là pour le chercher et le tuer. La police française a fait un gros travail d'enquête dans cette affaire. Après la tentative de meurtre spectaculaire, la police évidemment ouvre une enquête et elle s'y met de façon acharnée. D'ailleurs, Mahamad Mirzali est assez admiratif du travail de la PJ nantaise. L'enquête est difficile parce que les protagonistes identifiés ont a priori quitté le territoire français et donc il faudra de longs mois et une coopération européenne pour les retrouver un peu partout en Europe et aussi en France. Et donc concrètement, plusieurs suspects ont été arrêtés et doivent être jugés en France. Oui, c'est ça. Une petite dizaine de suspects ont été arrêtés, ils sont écroués. Les demandes de libération provisoire, qui ont toutes été maintes fois refusées, permettent de les maintenir en détention avant leur procès, qui doit se tenir dans les premiers mois de 2025 à la cour d'assises de Rennes. Vous l'avez dit, Mahamad vit sous protection policière depuis la deuxième tentative d'assassinat en mars 2021. Concrètement, ça veut dire quoi pour lui ? Ça veut dire qu'il n'a pas de vie. Il le dit lui-même, ma vie c'est mort, parce que dès qu'il doit faire le moindre mouvement dehors, il est suivi par une escouade de policiers, qu'il a 30 ans, qu'il a envie de sortir, qu'il a envie de vivre sa vie, mais qu'il ne peut pas. Une fois d'ailleurs, il était sorti dans un bar, il commençait à danser avec une jeune femme, et puis elle a mis la main sur sa nuque, elle a vu qu'il avait une cicatrice. Elle lui a demandé ce qu'il avait, et elle a pris peur légitimement. Donc ça nuit toute possibilité de contact avec l'extérieur, d'autant qu'il ne peut même pas dire son nom, puisque ça le menacerait évidemment aussitôt. Donc il est très isolé en fait. Il est extrêmement isolé. Après l'agression de Nantes, il s'est complètement replié sur lui-même. Il a vu personne pendant 2 ans. Il a des idées noires qui continuent à le poursuivre. Heureusement, ses parents vivent en France. Ils ont eu aussi l'asile, mais sinon, il est très seul. Est-ce qu'il s'exprime encore sur ses réseaux sociaux ?
Il s'exprime sur ses réseaux sociaux, mais c'est de plus en plus difficile. En quelque sorte, avec sa dépression, il a perdu un peu l'énergie. Alors il le fait, et de façon assez pointue, c'est-à-dire qu'il continue à suivre l'actualité de son pays, et notamment les faits de corruption avec beaucoup d'expertise, on va dire. Mais c'est de plus en plus difficile, ça lui demande de plus en plus d'efforts, d'autant qu'il ne sent pas dans son pays, auprès de sa population, les choses bouger. C'est-à-dire qu'il a l'impression, en quelque sorte, de se battre pour rien. Alors maintenant, il dit qu'il le fait pour sa famille et non plus pour le peuple d'Azerbaïdjan. Quand il vous raconte son histoire, comment vous le trouvez ? Je le trouve un peu résigné. Ce qui est très étrange, c'est le décalage entre ce qui paraît être un jeune parisien et ce qu'il subit au quotidien. La protection policière permanente, la menace d'être tué à tout moment aussi, ça lui fait très peur. Donc une certaine fatalité par rapport à son sort. Il a l'impression qu'il ne s'en sortira jamais, qu'il ne sortira jamais de cet emprisonnement en France, sa terre d'accueil, qui fait tout pour le protéger, mais où même ses ennemis viennent le chercher. Est-ce qu'il a des projets d'avenir ? Il en rêve plutôt, ils sont de l'ordre de la blague, il aimerait disparaître, mais disparaître en changeant de visage, en changeant d'identité, en quittant tout, en fermant ses réseaux sociaux. Il adorerait devenir pizzaiolo, il adorerait faire des pizzas. Et pour la blague, parce qu'il lui arrive de blaguer encore, c'est un jeune homme vraiment très sympathique, il rêve qu'Elon Musk l'appelle pour l'envoyer sur Mars. Il a surtout envie d'échapper à son quotidien et il est prêt pour ça à n'importe quoi. Charles de Saint-Sauveur, au moment où vous rencontrez Mahaman Mirzali dans les locaux du Parisien, vous savez, l'un comme l'autre, que quelques semaines plus tôt, le mardi 1er octobre, un autre opposant azéri a été tué en France, à Mulhouse. Oui, un opposant de 62 ans qui est originaire de la même ville que Mahaman Mirzali. Ils se connaissaient, ils n'étaient pas amis, mais ils se connaissaient, il y a 30 ans d'écart entre les deux. Et effectivement, cet homme a été tué chez lui par 3 hommes et victime d'une agression au couteau, un petit peu comme celle qu'il lui avait vécue à Nantes. Sauf qu'il est mort. Pour lui, c'est le régime d'Ilham Aliyev qui est derrière cet assassinat ? Mahaman Mirzali en est absolument persuadé. C'est la même main, en gros, qui a commandité la tentative d'assassinat qu'il a subie à Nantes et celle qui a tué le blogueur azerbaïdjanais à Mulhouse. Charles de Saint-Sauveur, pendant la première semaine de cette COP29 qui se déroule à Bakou, les relations se sont encore tendues entre la France et l'Azerbaïdjan. Oui, le président Aliyev, comme on pouvait s'y attendre, a récidivé. Il a profité de la tribune que lui offrait la COP, il est président de la COP29, pour dénoncer encore une fois les agissements de la France dans les territoires d'outre-mer. Alors pas que la France, les Pays-Bas aussi en ont eu pour leur grade, et par ailleurs plus largement l'Europe. Il a attaqué un peu tous azimuts, mais c'est quand même la France qui est sa principale cible. Et là encore une fois, elle est traitée de néocolonialiste, accusée de faire vivre les territoires d'outre-mer sous la férule coloniale, pour reprendre ces mots. Paris a réagi. 2 heures plus tard, Agnès Pannier-Runacher, donc la ministre de la Transition écologique, qui avait été désignée pour aller à la COP, a décidé de ne plus s'y rendre. Merci Charles de Saint-Sauveur. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Grouzis et Clara Garnier-Amouroux. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. On vous invite également à écouter Crime Story, le second podcast du Parisien. Une affaire criminelle racontée chaque samedi par Claudia Prolongeau avec Damien Delseny, le chef du service police-justice du Parisien.